Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de ce webinaire. Vous le savez peut-être, la CIB est très active depuis quelque temps en matière de webinaire, puisque au mois de mai a été organisé un webinaire autour de l'éloquence, que récemment un autre webinaire a été organisé au sujet de la Cour pénale internationale, et je crois savoir que un certain nombre d'autres webinaires vont être organisés dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et j'ai notamment entendu parler d'un qui pourrait porter sur la restitution des œuvres d'art, en particulier en Afrique. Aujourd'hui, le thème qui nous retient est le droit du sport. C'est un sujet qui est relativement récent. Je ne crois pas que Doma ou Potier l'aient tellement abordé. Et c'est un sujet qui passionne bon nombre de nos confrères. Et sincèrement, je dois dire qu'à titre personnel, j'envie beaucoup les confrères qui sont spécialisés dans ce domaine, parce que souvent le sport est leur passion. Alors, je ne veux pas dévoiler la vie privée des intervenants d'aujourd'hui, mais je crois savoir que Charles Hampson fait beaucoup de sport tous les jours. Je me demande même s'il ne va pas nous quitter tout à l'heure pour une séance de sport. Je suis un peu de Nathan Laguerre sur Facebook et je vois qu'il y a énormément de statuts autour du football. Et ses confrères joignent ainsi en quelque sorte le professionnel au personnel et donc l'utile à l'agréable. Alors aujourd'hui, il y aura 4 intervenants et je tiens avant tout à les remercier d'accepter de nous faire partager leurs connaissances en la matière et de consacrer du temps à ce webinaire. Alors, je vais les présenter en quelques mots, par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux. Alors, je vais commencer par Charles Hanson, qui est avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Charles a soutenu une thèse sur la place de l'arbitrage dans la résolution des litiges sportifs en 2008, je crois. Et 2008 a été une année fructueuse pour lui, puisqu'il a publié un manuel de droit du sport et il enseigne régulièrement cette matière. Pour l'anecdote, en 2018, j'étais au Togo, à Lomé, avec Charles. J'ai fait une conférence sur la cassation et qui était précédée par une conférence, pardon, qui était suivie par une conférence de Charles sur le droit du sport. Et j'avais l'impression d'être un tout petit chanteur que l'on fait venir en première partie d'un concert. Il était manifeste que tout le monde n'attendait qu'une chose, c'est d'entendre parler de droit du sport. Ensuite, Sylvain Atto-Mensah, qui est avocat au barreau du Togo, qui est à la tête d'un gros cabinet à Lomé et qui est arbitre au tribunal arbitral du sport. J'ai découvert la passion de Sylvain pour le droit du sport lors d'un dîner mémorable à Lomé, toujours en 2018, et c'est pourquoi j'ai pensé à lui pour animer ce séminaire. Ensuite, Nathan Laguerre. Nathan est avocat au barreau de Port-au-Prince, barreau qui avait accueilli d'ailleurs la CIB en décembre 2017, notre grand congrès annuel. Et c'est un confrère qui est particulièrement éloquent puisqu'il avait gagné le prix Mario Stasi, je ne sais plus en quelle année, 2019 peut-être, je ne sais plus. Il est spécialiste de droit du sport et président du Centre haïtien pour le développement du sport. Enfin, William Sternemer, avocat au barreau de Lausanne, Lausanne qui avait également accueilli notre congrès de la CIB en décembre 2018. William est dans un cabinet qui est spécialisé en droit du sport. Je ne sais pas d'ailleurs, franchement, quand je dis que je ne sais pas, je me pose vraiment la question. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cabinets en France avec plusieurs associés qui sont tous spécialistes de droit du sport. William a travaillé 10 ans au tribunal arbitral du sport. Il a occupé le poste de secrétaire général adjoint du TAS. Le panel des intervenants est un peu à l'image de la CIB. La CIB réunit des confrères de plusieurs continents, de nombreux pays. Aujourd'hui, donc, ce sont la France, le Togo, Haïti et la Suisse qui sont représentés parmi les intervenants. Et je constate que des confrères des 4 coins du monde suivent le webinaire et que vous êtes déjà plus de 60. Alors, nous sommes là pour parler de droit du sport.
Il s'agit d'un sujet que l'on rencontre assez rarement dans un parcours classique, dans des études de droit. En général, il me semble que le droit du sport, on le rencontre plutôt à travers le droit de la responsabilité, et encore, on le rencontre assez rapidement. Pourtant, le droit du sport est un sujet d'actualité. Je me permettrai de donner un ou deux exemples. Je pense à tous les débats, premier exemple, à tous les débats qu'il y a autour de la Coupe du Monde au Qatar. Je pense aux appels au boycott de cette Coupe du Monde. Il me semble qu'un grand acteur français, Vincent Lindon, a récemment appelé les joueurs de l'équipe de France à boycotter cette compétition. Charles, tu as peut-être déjà entendu parler de cet acteur et de son intervention. Sinon, je pense également aux critiques au sujet des JO d'hiver qui auront lieu en Arabie Saoudite. Et puis, je pense également à l'affaire Platini, dont on a reparlé récemment. Et aujourd'hui, j'ai jeté un œil au Figaro et j'ai vu qu'après les révélations de Mediapart, un enseignant de droit du sport s'interrogeait sur les possibilités pour Mbappé de rompre le contrat qui l'unit au PSG. Chers confrères, nous comptons sur vous pour nous éclairer sur le droit du sport. Et comme nous sommes des avocats, soyez gentils, éclairez-nous en particulier sur le contentieux en droit du sport. Sylvain, tu as la parole. Merci de m'avoir associé à cette initiative. Et comme je le disais ce matin à mon bâtonnier, il importe que nous puissions nous intéresser à cette matière qui paraît nouvelle à vue d'œil, mais qui en fait est une mine de connaissances et aussi d'amélioration de certaines conditions de vie parce que vous avez donné un certain nombre d'exemples. Le sport devient un élément fédérateur, mais également un élément de conflit. Et ça dit que depuis quelques années, c'est force de cela que le droit s'est emparé du sport dans toutes ses dimensions. Et surtout les évolutions de plus en plus affinées de la pratique sportive et sa popularisation par les médias, en l'occurrence la télévision, ont accentué le mouvement. De même, des tests qui régissent la matière sportive ont commencé par simplifier, même s'ils constituent un particularisme de l'application des règles de droit au domaine sportif, avec quelques adaptations, car la matière elle-même a permis une judiciarisation importante ces 2 ou 3 dernières décennies. En effet, puisque tout ce qui relève du droit peut donner lieu à des situations de conflit, la réponse aux litiges qui découlent de la non-application ou de la violation des règles de droit se trouve dans les procédures judiciaires. Ainsi est né le contentieux sportif qui prend une grande ampleur, surtout avec la création du tribunal arbitral du sport, sans oublier que le mouvement sportif a lui-même sécrété des règles de procédure pour la résolution des conflits qui naissent sur plusieurs points. Et qui dit contentieux, dit procédure juridictionnelle ou arbitrage. Et dans ces situations, on voit se développer des spécialisations en matière de droit des sports dans certains cabinets d'avocats en Europe et en Amérique très amplement. Il se pose alors la problématique de la place que le contentieux en matière du sport tient au sein des cabinets d'avocats en général et sa place, la place qu'elle occupe au niveau des cabinets en Afrique. Il s'agira pour moi donc, pour répondre à cette question, de voir quelle est la prépondérance du contentieux sportif au sein des activités juridiques et la plus-value que ce contentieux apporte dans la prospérité des cabinets et la maîtrise de la procédure sous-jacente. Dans un premier temps, alors, nous parlerons de l'avocat et le contentieux en matière sportive et dans un second temps, nous mettrons en exergue la situation particulière des cabinets africains et la part que ce contentieux prend dans leurs activités.
De façon générale, il faut relever que la doctrine a fait une distinction entre les règles du jeu et les règles de droit, dont la violation peut induire des procédures. Alors que les premières, les règles du jeu, relèvent de la justice sportive, c'est-à-dire des mécanismes que les fédérations et les associations sportives elles-mêmes ont mis en place pour régler les problèmes qui relèvent de la pratique sportive et de la violation de ces règles. Les secondes règles de droit en matière de sport sont justiciables. Et c'est principalement celles-là qui donnent lieu à des litiges enfermés dans des procédures dont le suivi appelle l'intervention des spécialistes, notamment les avocats. Donc, un contentieux sportif, on peut le définir comme tout litige résultant de l'exercice ou de la pratique de l'activité sportive et qui peut opposer soit des sportifs entre eux, soit des sportifs à leur club ou association sportive. Ce contentieux a plusieurs phases, mais pour sa gestion, il nécessite l'intervention de l'avocat pour assurer la défense ou la représentation des parties litigantes, étant entendu qu'elle ne maîtrise pas souvent les moyens de la procédure et surtout du fait du particularisme de ce contentieux devant les fédérations, les tribunaux nationaux ou le tribunal arbitral du sport et bien d'autres. Donc, du fait du foisonnement des litiges sportifs et de l'affinement des règles de droit, le contentieux sportif prend une place de plus en plus importante dans certains cabinets d'avocats qui se spécialisent en droit du sport ou qui ont greffé le volet de contentieux sportif à leur niveau. Je voudrais quand même rappeler que le contentieux sportif se trouve à trois échelles. Il y a à l'échelle de l'arbitrage ou des règlements internes des cabinets, mais lorsque des fédérations et des associations, mais le juge judiciaire peut être également saisi ainsi que le juge administratif. On assiste de plus en plus à une saisine beaucoup plus affinée du juge judiciaire parce que le débat sur le contentieux judiciaire porte souvent sur l'exécution des contrats des sportifs, notamment les contrats de transfert, les contrats de tous. Donc, ça appelle l'intervention du juge judiciaire, mais sur d'autres questions. Et comme c'est souvent le droit public qui est attaché, le droit des collectivités qui est attaché à la matière, on saisit également en France le juge administratif. Cet intérêt pour la matière est dû aussi à la place importante que l'argent et les retombées de tout genre vont prendre dans le milieu sportif. Laurent a cité tout à l'heure quelques affaires. Effectivement, l'argent a une telle emprise, a une telle place dans le monde sportif que le droit s'en intéresse. Et on a eu des dossiers où les gens étaient jugés pour avoir il y a eu des conflits d'intérêts, des prises illégales d'intérêts et autres. Donc, les cabinets d'avocats sont intéressés à s'occuper de ces aspects de la question et ils consultent. Ils représentent les intérêts des clients pour l'intégralité de leurs problématiques juridiques et ce devant les différentes juridictions, que ce soit les instances arbitrales, les juridictions internes des fédérations, des ligues et les juridictions de droit commun national ou international. Plus concrètement, l'assistant de l'avocat en droit du sport va du conseil juridique, adapté à la situation du client confronté au contentieux, à sa représentation, à sa défense. Ce contentieux peut porter sur l'exécution d'un contrat, la suspension à temps ou à vie d'un joueur, voire le dopage et autres. Pour les cabinets spécialisés, ces litiges prennent une place prépondérante puisque les avocats ne traitent que des litiges sportifs et avec l'argent qui s'installe dans le sport, il se pratique des honoraires importants, surtout si le litige porte sur des transferts de sportifs ou d'autres appels relatifs aux conditions matérielles et pécuniaires de ces derniers. Par contre, certains cabinets ont ajouté cette spécialité à leur domaine d'activité et là, ils choisissent d'intervenir sur des points particuliers du contentieux sportif. On peut donc soutenir que la place du contentieux sportif dans l'activité des cabinets juridiques dépend de la politique actionnelle du cabinet et son ampleur devient exponentielle depuis ces 2 dernières décennies pour des raisons que nous avons évoquées. Toutefois,
on peut nuancer nos propos en relevant que cette tendance évolutive du contentieux sportif dans le portefeuille des cabinets d'avocats n'est pas absolue, mais à géométrie variable. Cependant, lorsqu'on transpose le problème en Afrique noire francophone, la situation n'est pas la même. Il y a même un hiatus important entre la part du contentieux sportif dans le portefeuille des cabinets en Europe et dans celui des cabinets en Afrique au sud du Sahara. Donc, pour aborder la question de l'importance du contentieux sportif dans le cabinet africain, je voudrais tout simplement dire dans un premier temps que l'avocat africain a pour barrière la rareté, sinon l'inexistence de ce contentieux sportif en Afrique. Cela est dû au fait que l'activité sportive est plus développée en Europe et en Amérique que sur le continent africain, ce continent qui regorge pourtant de grands sportifs et des grands clubs, ou qui anime les grands clubs du monde, mais surtout également du fait du manque de professionnalisme ou du professionnalisme de la marchandisation du sport en Europe, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Dans un second temps, l'avocat africain est confronté à la barrière de spécialisation en matière sportive. En effet, dans nos cursus, contrairement aux avocats européens et américains qui sont spécialisés dans des matières ou branches de droit données, la plupart des avocats africains ne sont pas spécialisés, ils embrassent tous les domaines du droit. Il est donc rare de voir un avocat africain spécialiste du droit du sport. La conséquence qui en résulte est donc son inefficacité à gérer ou à défendre un client dans un contentieux se rapportant au droit du sport, puisqu'il ne s'y connaît pas beaucoup. De plus, tous les sportifs talentueux du continent émigrent vers l'Europe et les États-Unis et se soumettent aux lois pour résoudre les litiges que leurs violations induisent au niveau de leur carrière. De plus, il n'existe pas dans la plupart de ces pays africains des institutions juridictionnelles affinées qui connaissent des dossiers appelant l'intervention d'avocats. Et lorsque les sportifs africains sont confrontés à des procédures en la matière, ils s'adressent beaucoup plus aux cabinets européens qu'aux cabinets africains, qui dans la plupart des cas manquent d'expertise en la matière parce que les filières de formation ne mettent pas l'accent sur le droit du sport dans les modules universitaires ou dans les modules de formation au sein des barreaux. Et ceux qui partent étudier donc, dans les structures européennes sur cette question ne reviennent plus souvent, ou quand ils reviennent, ils sont confrontés à la réalité du terrain, l'inexistence ou la rareté du contentieux sportif. Et très souvent, les rares litiges qui naissent sont adressés aux quelques avocats membres du tribunal arbitral du sport ou qui ont une connaissance pas trop poussée de la matière. Personnellement, je me suis intéressé depuis 1999 et je siège depuis lors au tribunal arbitral du sport sans trop avoir l'opportunité d'être désigné sur des dossiers autres que ceux impliquant les sportifs ou associations sportives africaines. Et ne pouvant pas assister certains clients dans certaines affaires qui sont déférées au tribunal arbitral du sport, j'adresse les parties à d'autres confrères que je commence par intéresser à la matière. Pour finir, il y a lieu de relever également qu'une autre barrière, c'est la difficulté des parties au procès sportif qui vivent dans la plupart du cas dans la précarité et ne sont pas en mesure de payer les honoraires de l'avocat, voire assurer son déplacement sur le litige devait être connu par le tribunal arbitral du sport ou par d'autres instances internationales. Comme on peut le constater, le contentieux sportif tient une place mineure dans la plupart des cabinets d'avocats en Afrique noire, mais on peut lever ces barrières qui sont à la base de cette situation, ce qui présentera des avantages de renouvellement pour la profession sur le continent. En effet, il est nécessaire pour l'avocat africain de surmonter les barrières structurelles pour rattraper le retard. D'ailleurs, dans la prochaine formation de la prochaine promotion de l'école d'avocats au Togo, et nous sommes appelés à enseigner la matière sportive, le droit du sport, et je crois que nous solliciterons nos confrères qui sont en ligne ici pour s'associer à moi afin d'enseigner ce cours à nos prochains confrères. Donc, pour l'avocat africain, il faut se spécialiser dans le droit du sport. Encore faut-il que les cursus de formation s'y adaptent. Donc, en le faisant, ils vont pouvoir aborder des champs importants, des domaines importants de la pratique du sport.
conseiller les sportifs, négocier les contrats à l'assistance judiciaire et les assister surtout dans des procès sportifs qui sont assez spécifiques puisque les règles, je le rappelle encore une fois, les règles sportives sont assez particulières sur un certain nombre de questions. Donc, comme on le voit, le contentieux sportif qui se développe avec la médiatisation des compétitions sportives provoque des vocations au niveau des cabinets d'avocats et la part du contentieux sportif dans ces cabinets prend une certaine ampleur qui pourrait s'accentuer dans le temps. Malheureusement, sur le continent africain, cette part est infime, voire inexistante dans les activités de la plupart des cabinets d'avocats en Afrique francophone. Toutefois, avec la mondialisation, la professionnalisation et le renouvellement de la pratique professionnelle, la tendance peut être renversée et le droit du sport peut nourrir son nom en Afrique, tout comme le sport lui-même enrichit et crée des milliardaires en Afrique. Ce n'est pas Cheikh Adebayor ou Samuel Eto'o qui me démentiront, et encore moins Mbappé. Donc, le contentieux sportif est un contentieux important qui gagnerait à être connu des avocats africains et surtout à prendre un certain nombre de places dans le contentieux général devant nos tribunaux et devant nos instances arbitrales, ce qui permettra aux avocats partout dans le monde de pouvoir s'intéresser au mystère de la pratique du sport, à son enfermement sur soi et également à son particularisme. Cela nous permettra encore plus au sport de toucher plusieurs couches de nos populations et d'être un lieu de fraternisation et d'enrichissement pour ceux qui savent et qui aiment s'enrichir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvain. Merci de ce premier éclaircissement. C'était très, très intéressant d'avoir ton point de vue. Et je pense que après ce premier éclairage, on va pouvoir donner la parole à Charles Adamson. Je vais avoir une question pour toi, mais avant de dire que je me réjouis parce que je vois que nous approchons des 200 spectateurs. Et Charles, ma question est la suivante. Pourquoi un arbitrage particulier en matière sportive? Merci Laurent. Je regarderai le nombre à la fin de mon intervention. J'espère qu'elle n'aura pas sensiblement moins. Ce serait mauvais signe. Mais en tout cas, je suis très content de participer à ce webinaire. Effectivement, ça rappelle la conférence que j'avais eue grâce à toi, l'opportunité de faire à Lomé en 2018 en présence de Sylvain. Je me disais justement en écoutant Sylvain que c'était il y a uniquement 4 ans, mais j'ai l'impression que c'était un peu un autre monde où justement on ne savait quasiment pas ce qu'était un webinaire. Le Covid a finalement permis au moins le développement de ce type d'initiative. Alors, quelques mots effectivement sur cette question des raisons finalement du recours à l'arbitrage en matière sportive. C'est une partie un petit peu historique en quelque sorte qu'il me revient de mener. Je crois qu'il faut déjà partir du principe que, comme l'a rappelé Laurent au début de son intervention, le droit du sport, c'est une matière relativement jeune. Et pendant très, très, très longtemps, le sport a été un monde où le droit n'existait quasiment pas. Les premières fédérations sportives ont été créées à la fin du 19e siècle. C'est à ce moment-là que les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne ont eu lieu en 1896. Au moment où je préparais ma thèse, je m'étais amusé à regarder dans le dictionnaire les différentes définitions du sport, selon les époques. Évidemment, la définition a changé selon les époques. Et au début du XXe siècle, on avait une définition qui était, je cite à peu près de mémoire, mais je ne garantis pas au mot près, aimable passe-temps pour les hommes riches et oisifs. Alors, quand j'enseigne la matière, je m'excuse déjà auprès du public féminin qui était exclu de la pratique sportive. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Évidemment, le sport est plus un moyen d'ascension sociale. Et donc, il est peut-être autant pratiqué par des personnes de conditions sociales plus modestes, ce qui n'était absolument pas le cas au départ. Donc, évidemment, je pense que évidemment, ça fait sourire, mais c'est finalement assez révélateur de l'absence du droit dans le monde du sport. L'argent n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui et donc il n'y avait pas de source de contentieux. Pendant très très longtemps, le sport a vécu
sur l'idée selon laquelle il convenait de laver son linge sale en famille, c'était un peu l'expression consacrée. Donc on restait finalement dans des modes internes de règlement des conflits. On n'avait quasiment jamais recours à la justice étatique. Pendant des dizaines d'années, quasiment même jusqu'aux années 70-80, il y avait dans les statuts de beaucoup de fédérations sportives ce qu'on appelait des clauses d'exclusion du juge étatique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de saisir le juge étatique sous peine de se voir retirer sa licence et donc de ne plus pouvoir participer aux compétitions. Certains des participants auront tout de suite évidemment compris que ce type de clause était illégale. Les avocats publicistes se souviennent notamment des jurisprudences du Conseil d'État d'Ame Lamotte sur le principe général du droit au recours. Alors évidemment, ces clauses étaient illégales, mais il n'empêche que le sportif encourait les foudres de sa fédération s'il saisissait la justice étatique. Alors, évidemment, au fil des années, il a fallu mettre un terme à cette situation et il a fallu judiciariser le monde du sport. Et lorsqu'on a décidé de judiciariser le monde du sport, on s'est aperçu que finalement les modes dits traditionnels de règlement des conflits n'étaient pas satisfaisants dans la mesure où il y a deux spécificités majeures dans le contentieux sportif. Il y a la spécificité liée au décalage, je dirais, entre le temps du droit et le temps du sport. Alors évidemment, vous pouvez me dire qu'on est tous praticiens du droit autour dans ce webinaire, et donc on sait très bien que le temps du droit est long. Ce n'est effectivement pas une spécificité du sport, mais je pense que la spécificité du sport, c'est que la carrière des sportifs est beaucoup plus courte qu'une carrière professionnelle classique. Un sportif, il va participer maximum à 2 Olympiades, peut-être 3 pour les sports les moins exigeants. Et donc, si on le prive pour des raisons disciplinaires ou pour des raisons liées au dopage de la possibilité de participer à une Olympiade, évidemment, c'est très, très grave. Et donc, il faut statuer très, très vite. Si on statue après la compétition, ça n'a évidemment aucun sens. Donc ça, c'est la première, je dirais, la première raison du recours comme on va le voir, à l'arbitrage. Et la deuxième raison, c'est que c'est une matière, alors Sylvain l'a évoqué, c'est une matière où il y a beaucoup de spécificités. Il y a des règles de jeu qui sont très particulières à chaque discipline. Et je pense que pour bien juger en droit du sport, il faut connaître finalement le fonctionnement des institutions sportives, le fonctionnement des compétitions. J'ai eu l'occasion de plaider devant le juge des référés du Théâtre de Paris certaines affaires en la matière, en matière de football notamment, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, au Théâtre de Paris, c'est quasiment toujours le même juge qui va statuer en matière de droit du sport, toujours le même juge des référés, parce que justement, cela lui permet d'avoir au fur et à mesure des litiges une véritable connaissance de la matière. Donc, avec si vous voulez, avec ces spécificités liées au calendrier, au déroulement des carrières et à la spécificité de la matière, on s'est dit il faut des modes alternatifs de règlement des conflits. Et qui dit mode alternatif de règlement des conflits dit évidemment la médiation, la conciliation ou l'arbitrage. En France, on a dès 1992, pour résumer, pris le parti de la conciliation. Vous avez aujourd'hui en France une procédure de conciliation obligatoire devant le Comité national olympique et sportif français. C'est un des rares cas, à ma connaissance, de conciliation obligatoire dans le domaine du droit français, puisque si vous allez directement devant le juge administratif pour contester une décision d'une instance sportive, sans avoir saisi le conciliateur du comité olympique, votre recours est directement irrecevable. Donc on a pris, ce n'est qu'une conciliation, donc le conciliateur va proposer une solution qui ne peut pas s'imposer aux parties, mais cela montre tout de même l'importance de ces voies alternatives de conflit. Il y a maintenant, même si on n'a pas le temps d'en parler, également une chambre arbitrale du sport en France qui a une compétence relativement résiduelle, qui intervient très peu, mais qui existe tout de même. Donc, tout le mouvement finalement du droit du sport dans les années 80-90 a été de créer
une instance sportive internationale qui est aujourd'hui le tribunal arbitral du sport et qui a une instance qui a progressivement acquis son indépendance par rapport au Comité international olympique notamment. Le tribunal arbitral du sport a été créé en 1983 à l'initiative du Comité international olympique. Et donc, pendant très longtemps, s'est posé la question de sa dépendance par rapport à ce comité. Il y a eu une jurisprudence très abondante du tribunal fédéral suisse qui, au terme de plusieurs décisions et d'une évolution jurisprudentielle très intéressante, a fini par reconnaître que le TAS était finalement un véritable tribunal arbitral répondant aux garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, y compris par rapport au CIO. Donc le TAS a acquis finalement, au fur et à mesure des années, ses lettres de noblesse et est devenue la juridiction arbitrale de référence. J'ajoute que toute l'évolution du tribunal arbitral du sport a visé également à accélérer le traitement des litiges, puisque vous avez aujourd'hui dans toutes les grandes compétitions sportives internationales ce qu'on appelle des chambres ad hoc du TAS, c'est-à-dire des arbitres qui se rendent sur le lieu des grandes compétitions et qui ont la possibilité de rendre des sentences dans un délai de 24 à 48 heures. Ça peut même être moins si les circonstances de la compétition sportive l'exigent. On pourrait très bien même imaginer un litige qui survienne, par exemple, entre une demi-finale d'un 100 mètres et une finale du 100 mètres qui a lieu quelques heures après. Eh bien, le tribunal arbitral du sport serait en mesure de se réunir en urgence, de statuer et d'offrir une réponse au litige qui est posé devant lui. Donc, vous avez vraiment une évolution extrêmement satisfaisante dans ce domaine. Donc, je dirais que des raisons historiques et liées à la spécificité de la matière sportive ont entraîné le développement de cette juridiction arbitrale qui connaît encore un certain nombre de limites. Toutes les fédérations sportives n'ont pas encore reconnu la compétence du tribunal arbitral du sport, sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas. Par exemple, les litiges en matière de Formule 1 ne se règlent pas par la voie du tribunal arbitral du sport. Il y a des modes de règlement, des différences spécifiques à certaines disciplines sportives, mais de manière générale, on tend tout de même à unifier le contentieux sportif autour du tribunal arbitral du sport. Pour préparer un petit peu cette intervention, je regardais ce matin, je faisais quelques recherches sur Internet et je suis tombé très rapidement sur l'exemplaire de la charte olympique de 1924, qui est en libre accès. Vous tombez tout de suite dessus si vous faites quelques recherches sur le site du CIO. Et alors, on voit que pour régler les litiges à l'époque, on prévoyait un jury d'honneur. Alors, je me suis dit, finalement, ça fait quand même beaucoup de chemin parcouru. C'est qu'un jury d'honneur, j'imagine qu'il y avait quelques gentlemen qui étaient sur place et qui écoutaient les parties, et puis elle devait aller leur proposer d'aller boire un whisky pour sceller leur arrangement. On était donc bien loin de ce qui existe aujourd'hui. Et je pense que c'est à l'aune de ça qu'il faut apprécier le développement du droit du sport, parce que si on le compare évidemment à d'autres matières, ça n'a rien à voir. La Cour de cassation, le Conseil d'État, ce sont des institutions quasiment ancestrales en France, et donc évidemment la comparaison n'est pas possible. Alors, pour terminer, donc pour passer la parole à William, qui a vraiment vécu le tribunal arbitral du sport de l'intérieur et qui va donc nous en parler de manière beaucoup plus concrète et précise, je voudrais juste ouvrir un débat, et ce sera, je pense, intéressant d'avoir le cas échéant l'avis de William là-dessus. En préparant ce webinaire, on s'est dit, finalement, aujourd'hui, l'arbitrage sportif, est-ce qu'il serait à même de répondre à des problématiques d'actualité, comme le contentieux plus ou moins, alors qui
qui est resté un contentieux un petit peu virtuel, mais le contentieux lié à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. On a vu que les Jeux d'hiver asiatiques avaient été attribués à l'Arabie Saoudite. Alors, je pense que finalement, le prochain défi peut-être de l'arbitrage en matière de sport sera de pouvoir offrir une réponse à ce type de situation. À mon sens, mais William aura certainement un avis plus éclairé que moi, à mon sens, rien n'aurait empêché une fédération d'un pays battu par le Qatar pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022 de contester la décision de la FIFA. Après, évidemment, et c'est là qu'est toute la difficulté de l'arbitrage sportif, il est évident que le tribunal arbitral du sport limiterait à mon sens son contrôle finalement à l'erreur manifeste d'appréciation telle qu'on la rencontre en droit français. On ne peut pas, sauf à compromettre irrémédiablement le déroulement des compétitions sportives, on ne peut pas refaire le choix de la FIFA. Le choix de la FIFA, il est encadré, il y a des rapports qui doivent être rendus au fur et à mesure du processus de candidature, etc. Mais on pourrait très bien imaginer un contrôle lié à l'erreur manifeste d'appréciation, et on pourrait très bien, dans le cas de l'Arabie Saoudite, mais encore une fois, c'est un raisonnement un peu virtuel en quelque sorte, on pourrait très bien imaginer qu'une instance arbitrale vienne dire finalement, il y a une erreur manifeste d'appréciation à confier les Jeux d'hiver asiatiques à un pays qui manifestement est un pays qui n'a aucune culture des sports d'hiver et qui n'a finalement aucune infrastructure historiquement dédiée aux sports d'hiver. Ce serait tout à fait théoriquement possible et ce serait à mon avis extrêmement intéressant parce que ça rejoindrait, et puis j'en terminerai par là, ça rejoindrait aussi l'une des problématiques majeures de notre société, c'est-à-dire la problématique environnementale, parce qu'évidemment, en allant confier des compétitions d'hiver à un pays comme l'Arabie Saoudite, ça implique forcément la construction d'infrastructures, d'installations qui ne sont pas forcément en phase avec les consignes de restriction qu'on entend aujourd'hui. Donc voilà, l'arbitrage sportif, il a fait énormément de chemin en quelques années, en quelques décennies plus précisément, et il lui reste encore un certain nombre de défis à relever pour s'adapter véritablement au monde actuel. Et je passe la parole à William et je termine vraiment en remerciant à nouveau Laurent et de m'avoir permis de participer à cette conférence et en plus de m'avoir permis de renouer le contact avec William que j'ai connu en vacances il y a plus de 30 ans dans le sud-ouest français et que je retrouve donc par écran interposé avec plaisir ce soir. Voilà, merci à tous. Très bien, merci Charles. Bon, je vois que Charles, tu passes tes vacances avec William il y a 30 ans, avec Sylvain et moi il y a 4 ans. Mais ce sont des vacances fructueuses. Mais écoutez, maintenant, nous allons avoir l'éclairage de William qui va nous faire part un peu de sa vision, en quelque sorte, de l'intérieur du TAS. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur son fonctionnement, sur son champ de compétences, peut-être également, si vous avez le temps, sur la possibilité de contester les décisions du TAS? William, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Laurent. Merci encore une fois à la CIB de l'invitation. Merci, Charles, d'avoir pensé à moi aussi. Et puis, ça m'a fait aussi très plaisir de te revoir après 30 ans d'interruption. Non pas 4, mais 30, ça fait beaucoup plus. Mais non, merci infiniment. Je vais essayer de vous présenter. Je vais faire comme Charles, qui a réussi à avoir plus de participants à la fin de son intervention qu'au départ. Je vais essayer d'en faire de même et de perdre personne en route en vous expliquant un peu plus pratiquement ce qu'est le TAS. Et en tentant de répondre aussi aux questions que Charles m'a gentiment balancées pour essayer soit d'alimenter la discussion, soit essayer de l'éteindre. Non, moi, je vais être beaucoup plus terre à terre et je vais commencer par une réalité. Le TAS, en réalité, n'est compétent et ne peut intervenir que lorsque les parties prévoient sa compétence. C'est le principe de l'arbitrage. L'arbitrage est consensuel par nature. Et donc, les parties doivent consentir à soumettre leur litige à l'arbitrage. Donc, pour tout ce qui est, pour répondre directement à la question de Charles par rapport
à l'attribution des jeux, par rapport à tout ça, tout va dépendre de la réglementation en vigueur au sein des fédérations. Donc, je rejoins tout à fait Charles quand il parlait d'erreur manifeste d'appréciation en droit français. Je vais le laisser après définir ce dont il s'agit plus précisément en droit français. J'ai perdu mes notions de droit français il y a maintenant plus de 15 ans en rejoignant la Suisse. Mais tout va dépendre de la réglementation. Donc, remettre en cause l'attribution d'une Coupe du Monde à un pays, remettre en cause l'attribution des Jeux Olympiques, des Jeux Asiatiques d'hiver, ce n'est pas les Jeux Olympiques, tout le monde fait la confusion, les Jeux Asiatiques d'hiver à l'Arabie Saoudite est possible, peut être soumis à l'arbitrage du TAS, à condition que les parties y consentent, ou si c'est le cadre d'une partie qui attaquerait la décision d'attribution, ça serait sur la base de la réglementation et d'une erreur d'application de la réglementation en vigueur. Donc ça, c'est pour remettre un peu les choses dans le contexte. Donc le TAS peut connaître de tout type de litige, et là-dessus, je rebondirai sur ce que Sylvain a dit un peu plus tôt, en parlant juste des litiges sportifs, purement sportifs. Le TAS a été amené à connaître des litiges même commerciaux ou des litiges de construction, par exemple. Dans le cadre il y a une sentence qui est assez connue pour un arbitrage qui concernait la construction de bateaux de course. Et même si ce n'est pas strictement un arbitrage sportif, vu que les parties dans le contrat de construction entre l'architecte et le maître d'œuvre avaient prévu le recours au TAS, le TAS s'est reconnu compétent et a considéré que, s'agissant de bateaux de course, le lien avec le sport était suffisamment établi pour que le TAS puisse reconnaître sa compétence. Donc, le type de litige que le TAS peut être amené à connaître est extrêmement large, mais encore une fois, la seule limite, c'est la compétence qui doit être donnée par les parties. Ce qui va me permettre maintenant de parler peut-être très rapidement des différents types de procédures que le TAS a à connaître. Donc, le TAS a à connaître aujourd'hui 4 types de procédures. Le premier type de procédure que je vais parler brièvement, c'est la médiation. La médiation existe au TAS depuis 2003, très peu utilisée, les parties font très peu recours à la médiation du TAS, à tort selon moi, mais elle existe et encore une fois, les parties peuvent décider de soumettre un litige à la médiation, qui est une procédure nettement moins contraignante et nettement moins onéreuse qu'un arbitrage. Le deuxième type de procédure, qui est beaucoup plus récent pour le coup, c'est les affaires antidopage. Le TAS a créé récemment une chambre antidopage qui est amenée à connaître uniquement des affaires antidopage en première instance, avec la possibilité ensuite, éventuellement, de soumettre un appel, là encore au TAS, mais cette fois-ci dans le cadre des autres procédures d'appel. Ce qui me permet je vais parler des procédures d'appel en dernier, parce que ce sont les procédures les plus originales devant le TAS. Le troisième type de procédure devant le TAS, la procédure ordinaire. Donc ça, on se rapproche de l'arbitrage commercial très classique. L'arbitrage ordinaire, les parties à un contrat prévoient que tout litige qui naîtra à l'occasion de l'exécution du contrat sera soumis au TAS à Lausanne par 3 arbitres, etc. Donc là, on est dans un cadre contractuel et dans un cadre, on va dire, très classique en matière d'arbitrage, avec généralement une requête d'arbitrage qui est soumise, une réponse à la requête, des échanges de mémoire, une audience, une sentence, et tout ça, à l'époque où j'y ai travaillé encore, durait plus ou moins une année. Aujourd'hui, c'est un peu plus long parce qu'il y a beaucoup plus de procédures aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a encore 4-5 ans. Je vous parlerai de statistiques après pour remettre ça en contexte. Donc, l'arbitrage ordinaire du TAS, c'est un arbitrage vraiment très, très classique. Pour ceux qui font de l'arbitrage, c'est vraiment standard. Mais la procédure la plus originale du TAS, et c'est la procédure qui concerne maintenant 80% des procédures devant le TAS, c'est ce qui s'appelle la procédure d'appel. Donc, la procédure d'appel, c'est le recours par une partie d'une décision qui a été rendue en première instance par une fédération internationale, ou même par une fédération nationale, à partir du moment où la fédération nationale prévoit dans ses statuts l'appel possible d'une décision rendue en première instance devant le TAS. C'est le cas, par exemple, au Cameroun, où les statuts du CNOSC et les statuts aussi de la FECAFOOT, pour parler football,
prévoit le recours contre les sentences rendues par la chambre arbitrale du comité olympique camerounais devant le TAS. C'est le cas par aujourd'hui, et ça, Charles, tu le mentionnais, toutes les fédérations olympiques prévoient un appel au TAS. Donc, toutes les fédérations olympiques prévoient le recours au TAS contre les décisions rendues en première instance par leurs organes juridictionnels ou par d'autres organes arbitraux auxquels ils feraient référence. La Fédération internationale de tennis prévoit par exemple en première instance le recours à Sport Resolutions, qui est à Londres, pour les décisions de première instance, avec un recours possible après contre les décisions, les sentences rendues par Sport Resolutions devant le TAS. Donc, c'est à chaque fois un mécanisme, un mécanisme réglementaire, cette fois-ci, les fédérations devant prévoir dans leur statut le recours au TAS pour que le TAS puisse se reconnaître compétent. Ce qui me permet de rebondir juste sur les limites du TAS. Beaucoup de parties devant le TAS viennent devant le TAS en disant « j'ai un litige, j'aimerais que le TAS ait à en connaître ». En l'absence de clause qui prévoit la compétence du TAS, le TAS ne pourra pas rentrer en matière. Et ce n'est pas seulement les arbitres qui ne rentreront pas en matière, c'est le greffe, donc les gens qui travaillent au greffe du TAS à Lausanne, qui vont simplement indiquer à la partie qu'en l'absence de clause prévoyant la compétence du TAS, le TAS ne pourra pas initier de procédure. Donc ça, c'est très restrictif, mais ça permet aussi au TAS de vraiment contrôler le type de litige qu'il a à connaître. Quelques statistiques du TAS avant de parler, comme Laurent me l'a demandé, des recours contre les sentences du TAS. Au niveau statistique, le TAS, quand il a été créé en 1983, il a commencé son activité en 1984. Au début de son activité, le TAS avait à connaître entre 5 et 10 affaires par an. Le jour où la FIFA a reconnu la compétence du TAS en matière d'appel, c'est-à-dire en 2001, à partir de ce jour-là, le nombre d'affaires au TAS n'a cessé d'augmenter de manière exponentielle pour atteindre, quand j'étais parti en 2016, 700 procédures par année et aujourd'hui 900 procédures par année. Donc 900 arbitrages qui sont initiés par le TAS chaque année. Donc ça, c'est au niveau des statistiques. Et comme je vous le disais, 80% des affaires que le TAS a à connaître sont des recours en appel. Le TAS est considéré aujourd'hui comme étant la juridiction sportive, la juridiction suprême en matière de sport. Donc, la plupart des personnes considèrent que la route s'arrête là. Une fois que le TAS a rendu sa sentence, c'est la fin et il ne peut plus rien se passer. C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai parce que il existe un recours, donc c'est faux par rapport à ça. Toutes les sentences du TAS peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal fédéral suisse. Le tribunal fédéral suisse, mais sur un certain nombre de critères très limités. Ces critères sont au nombre de 5. Ils sont identiques en Suisse que selon la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. C'est la composition irrégulière de la formation arbitrale, c'est la formation arbitrale qui s'est reconnue à tort ou à raison compétente, enfin à tort compétente pour le coup. Le troisième critère, c'est la formation arbitrale qui a décidé infra ou ultra petita, c'est-à-dire moins ou plus que ce qui était demandé par les parties. Le quatrième critère de recours contre une sentence du TAS, c'est la violation du droit d'être entendu. Et le dernier critère, c'est la violation de l'ordre public. Il y a toujours eu des débats sur l'ordre public dans tous les pays. C'est l'ordre public international suisse, qui ressemble beaucoup à l'ordre public international français, mais c'est une notion assez abstraite et qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, sinon Nathan ne pourra plus parler. Mais donc, ce sont les 5 critères. Le juge fédéral en Suisse ne reverra jamais le raisonnement des arbitres. Donc, si les arbitres ont décidé d'appliquer une règle de droit qui n'était pas applicable au litige ou de l'appliquer de manière erronée, le juge fédéral, à moins qu'il n'y ait une violation de l'ordre public à ce niveau-là, ne pourra pas revoir le droit. Donc, c'est un recours qui est très compliqué et sur le nombre de sentences qui ont été rendues par le TAS, à ce jour, et de mémoire, parce que je n'ai pas fait les calculs récemment, mais il n'y a pas plus de 13 ou 14 sentences du TAS qui ont été annulées au cours de son histoire.
ce qui est très peu par rapport au recours, au nombre de recours. Donc voilà très sommairement et très rapidement, vu que le temps est très limité, mais je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez quoi que ce soit que vous savez, que vous voulez savoir sur le TAS, et maintenant que je n'y travaille plus, je peux y répondre de manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus objective. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis ravi de voir que j'ai le même nombre de participants au début et à la fin, et je laisse la main à Nathan. Merci beaucoup. Merci, William. Tu nous as vraiment très bien éclairé. C'était passionnant. Maintenant, Nathan, si tu veux bien intervenir, on attend que tu nous donnes des informations sur notamment le contentieux sportif en dehors du TAS, et peut-être que tu auras d'autres choses à ajouter, et nous serons ravis de t'entendre. Merci Laurent. Bonjour à tous. Je remercie particulièrement la CIB de m'associer à ce webinaire assez intéressant sur le contentieux sportif. Je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont été déjà donnés, sur les considérations qui ont été faites tout à l'heure, mais vous l'auriez compris, c'est un contentieux relativement nouveau, mais qui prend chaque jour de plus en plus d'importance, et ça fait qu'aujourd'hui, les avocats, en tout cas, ont beaucoup plus intérêt à s'intéresser à ce contentieux par rapport à la place qu'il occupe dans l'activité quotidienne des avocats, ceux qui sont spécialisés en la matière, et la place qu'il est amené à occuper par rapport au développement de l'activité. Donc, je vais intervenir plus précisément sur l'intervention du juge étatique en matière sportive en essayant d'analyser quelques spécificités. Les développements antérieurs, c'est ça l'avantage aussi d'intervenir en dernier. Cela veut dire que la plupart de ce qui devrait être dit l'aura déjà été, donc j'aurai moins de travail à faire, mais j'aurai quand même la responsabilité de maintenir le webinaire à un niveau intéressant qui me donne un peu de pression, je dois l'avouer. Maintenant, vous l'aviez vu avec notamment Charles au début, que le mouvement sportif a été conçu de manière à limiter le plus que possible les interventions externes. Et le TAS, et particulièrement, et William nous l'a très bien expliqué tout à l'heure, a été créé dans cette perspective-là, c'est-à-dire celle de s'assurer que le mouvement sportif puisse se doter d'une instance juridictionnelle suprême capable de traiter les litiges sportifs et qui puisse tenir compte notamment des spécificités du sport et de réduire ainsi au maximum l'intervention des juridictions ordinaires. Mais je voudrais quand même revenir sur un élément évoqué tout à l'heure par Charles sur l'interdiction de certaines clauses dans les statuts des fédérations, sur les clauses qui interdisaient l'intervention du juge étatique en matière sportive. S'il est vrai que dans certains pays, on va le voir, en France notamment, ces clauses ont été déclarées illégales et donc ne s'appliquent plus, en tout cas on ne les trouve presque plus dans les statuts des fédérations, mais dans certaines autres fédérations où le droit du sport n'est pas très développé, on peut voir que ces clauses existent encore dans les statuts de certaines fédérations. À titre d'exemple, l'article 65 des statuts de la Fédération haïtienne de football, qui s'inspire des statuts standards de la FIFA, pose aujourd'hui encore une interdiction formelle à ses membres, joueurs officiels ou agents de joueurs, de présenter leurs litiges devant les tribunaux ordinaires. Et ce qui est beaucoup plus frappant, c'est qu'au regard même de ces statuts, pour se porter candidat au comité exécutif de la Fédération haïtienne de football, tenez-vous bien, il faut entre autres n'avoir jamais eu recours aux tribunaux ordinaires ou même n'avoir sommé par voie d'avocat un membre officiel dans un litige impliquant lui-même, membre officiel du football et relatif au statut et règlement de décision de la Fédération haïtienne de football. Donc, vous pouvez le voir, ces clauses qui existent encore dans les statuts de certaines fédérations, en tout cas dans ceux de la Fédération haïtienne de football, expliquent en partie les hésitations
des juridictions ordinaires haïtiennes à intervenir en matière sportive, mais surtout les inquiétudes de certaines parties prenantes, je parle de joueurs, clubs, agents, à saisir ces instances qui se trouvent en dehors du mouvement sportif par rapport au risque que ça fait peser sur leur carrière sportive, tout simplement. Cependant, on a pu le voir en raison des nombreux enjeux sociaux, économiques, juridiques et aujourd'hui environnementaux du sport, on comprend mal comment le sport pourrait échapper totalement au contrôle juridictionnel étatique. On aurait beaucoup de mal à justifier l'octroi ou l'attribution d'une franchise juridictionnelle, et là je pèse mes mots, au monde du sport. Et en l'espèce, l'exemple de la France est très éclairant et nous aurons l'occasion d'y revenir. Maintenant, sur cette intervention du juge étatique que Charles expliquait au début de son intervention pour justifier, en tout cas pour expliquer les raisons qui ont amené le mouvement sportif à se doter de cette juridiction suprême par rapport justement à... On avait estimé à l'époque que le jugement, en tout cas l'appréciation juridique étatique, ne correspondait pas forcément aux spécificités du sport, notamment sur la question du temps sportif. Mais on ne reviendra pas sur cet élément-là, mais parlons à présent de cet intérêt, en tout cas, comment l'intervention de ce juge étatique a été mise en place. Sur le principe du droit au juge, tel qu'est dicté à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les autres juridictions françaises, tant le Conseil d'État que la Cour de cassation, je le disais au préambule, ont déclaré nulles ces clauses d'interdiction, fondant ainsi la compétence du juge étatique en matière sportive, une compétence qui se partage entre le juge administratif et le juge judiciaire. Le juge administratif, généralement, pour contester les décisions des fédérations sportives, puisque la plupart de ces fédérations sont des fédérations délégataires et à ce titre, elles sont chargées d'une mission du service public et sont donc justiciables par devant les juridictions administratives, moyennant, comme l'expliquait si bien Charles, ce préalable et conciliatoire obligatoire. Le juge administratif peut être amené à intervenir en matière sportive. Le juge du travail aussi, pour connaître les litiges de nature contractuelle, car les relations individuelles et collectives de travail dans le milieu sportif sont marquées par beaucoup de conflits qui se règlent la plupart du temps par devant les juridictions du travail. On évoquait tout à l'heure la situation de Kylian Mbappé par rapport justement à ce que les relations sont tellement complexes, elles sont tellement difficiles dans le monde du sport pour des enjeux économiques, comme l'expliquait très bien Sylvain, mais ça fait que beaucoup de contentieux contractuels aussi naissent dans le milieu du sport. William nous expliquait que depuis que la FIFA a reconnu la compétence du TAS, eh bien, les litiges ont explosé. Et si on fait les statistiques, ou si on fait parler les statistiques, on va voir que la plupart de ces litiges sont de nature contractuelle. Et sur cet exemple-là, sur l'intervention sur la place du juge étatique, la FIFA a même été obligée de reconnaître dans le règlement du statut des joueurs que la compétence du juge du travail peut être admise, notamment en matière contractuelle. Les juridictions du travail interviennent, les juridictions pénales également, et je vais essayer de m'attarder sur cet aspect-là. Les juridictions pénales interviennent pour réprimer les déviances sportives. Vous l'aurez compris, le sport est un phénomène social total et qui donc n'échappe pas aux réalités qui traversent l'ensemble de la société. Donc, les violences physiques, sexistes et sexuelles, les violences dans les stades, qui se caractérisent souvent par des coups et blessures et certaines fois des homicides volontaires ou involontaires. Si vous suivez l'actualité, il s'est passé quelque chose d'horrible en Indonésie il y a de cela 2 semaines maximum, où plus de 100 personnes sont décédées en raison de violences dans les stades de football. Donc, ça fait que sur ces violences-là, sur leur caractérisation, mais aussi sur leur répression, bien, le juge pénal, il est amené à intervenir, étant entendu que certaines situations ne sont pas de nature arbitrable et ne peuvent donc pas faire l'objet de recours par devant les juridictions arbitrales et le TAS notamment. La question de la corruption aussi, que ce soit dans le fonctionnement des instances sportives ou encore dans l'attribution de certaines compétitions internationales, est un sujet, la question de la corruption est un sujet qui intéresse particulièrement les juridictions pénales. Et cela nous permet d'évoquer l'actualité du Qatar, autant qu'il n'est pas simple
de contester l'attribution de la compétence, de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, autant qu'il ne pourrait être fait que si les parties consentent, mais autant aussi que les conditions dans lesquelles cette attribution a été faite peuvent être l'objet d'intervention des juridictions pénales. On a pu le voir avec la Coupe du Monde au Qatar. Presque tous les officiels de la FIFA qui ont participé à un titre ou à un autre à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar sont tombés et ont été l'objet de poursuites pénales, que ce soit par devant les juridictions suisses, que ce soit par devant les juridictions américaines. Et plus près de nous, certains officiels des organes régionaux de la FIFA et de la CONCACAF notamment ont été emprisonnés et sont aujourd'hui l'objet de poursuites par rapport justement à l'attribution de la Coupe du Monde, puisque les enquêtes ont révélé que des pots de vin ont été attribués, qu'il y avait quand même de la corruption dans l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Mais aussi, il y a une autre problématique qui intéresse particulièrement le juge pénal en matière sportive, c'est le trucage des matchs. Avec notamment le développement des paris sportifs, aujourd'hui, certaines législations prévoient des sanctions pour ce genre de choses, même si c'est surtout difficile, c'est très difficile aujourd'hui par rapport à la transnationalité, par rapport à cette mondialisation, pour que le juge interne puisse intervenir, mais quand même, il existe aujourd'hui des mécanismes qui permettent de sanctionner ce genre de déviance. Mais aussi, un autre risque pénal qui fait intervenir le juge étatique en matière sportive, c'est la question du dopage. Autant la question du dopage pour les sanctions sportives peuvent être l'objet de recours devant les instances nationales, soit fédérales, soit internationales et du TAS, mais autant certains aspects du dopage sont l'apanage du juge étatique. Par rapport à la détention, par exemple, des produits dopants sans raison médicale justifiée, par rapport à la détention de substances ou de méthodes interdites, eh bien, le juge pénal peut intervenir. Les juridictions civiles aussi interviennent dans le domaine sportif, particulièrement en matière de droit de la responsabilité, comme l'évoquait Laurent au préambule. Et ça va nous permettre d'évoquer quelques spécificités par rapport à l'intervention de ce juge étatique en matière sportive. D'abord, la distinction entre la faute civile et la faute sportive qui a permis de consacrer le principe de la faute caractérisée. Donc, vous allez comprendre que lors même que le juge étatique intervient en matière sportive, il est obligé de faire référence, en tout cas de tenir compte des spécificités de la matière. La faute sportive étant une faute qui est réalisée dans le cadre du sport, ne peut constituer une faute civile et donc donner lieu à une réparation. C'est-à-dire, toute faute qui se commet dans l'esprit du jeu, dans le cadre du jeu, comme le disait Charles, dans le respect des règles du jeu, ne peut pas permettre l'engagement de la responsabilité de son auteur. Mais pourtant, une faute civile pourra être retenue en matière sportive lorsque cette faute est réalisée contre le jeu, contre l'esprit et les règles du jeu. Donc, la responsabilité d'une personne qui pratique le sport ne pourra être engagée à l'égard de notre participant que lorsqu'il est établi une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport. Autre spécificité en matière de droit de la responsabilité en matière sportive, c'est aussi la théorie de l'acceptation des risques. Cette théorie de l'acceptation des risques, qui correspond à un postulat ou un principe en vertu duquel toute personne qui participe à une activité sportive, y compris les spectateurs, en accepte les risques de dommages. Et ça a permis notamment de justifier certaines pratiques comme la boxe. Dans aucune situation régulière, quelqu'un ne pourrait être autorisé à taper sur les nerfs, entre guillemets, de quelqu'un, sur les neurones de quelqu'un, comme peuvent le faire les boxeurs, par exemple. Et Mike Tyson nous disait, et ça faisait rigoler à l'époque, que autant il lui est permis d'achever, même de tuer quelqu'un sur un ring, il peut être quelqu'un qui, en principe, n'a rien fait, et il est arrêté pour avoir tapé sur quelqu'un qui lui posait des ennuis en dehors du ring. Donc, c'est pour expliquer que le cadre du jeu a permis de régulariser certaines situations qui, dans d'autres contextes, auraient pu être déclarées irrégulières.
Et la jurisprudence a tellement évolué en ce sens qu'il a été même question pour protéger les pratiquants de remettre en question cette théorie de l'acceptation des risques. Mais on a pu comprendre que pour respecter le principe de la continuité des compétitions, il était presque indispensable que cette théorie d'acceptation des risques puisse perdurer en matière sportive. Il y a enfin la notion de garde en commun qui déroge au principe de la responsabilité du fait des choses. Les sportifs utilisent des équipements indispensables à leur pratique, ballons, raquettes, balles de tennis, etc. Donc, ça fait que, comme les sportifs ne sont pas des gardiens exclusifs de ces choses, il devient donc impossible d'aller chercher leur responsabilité pour les dommages que ces choses pourraient causer à l'occasion des pratiques sportives. Donc, même si le juge étatique intervient en matière sportive, il est nécessaire pour lui de tenir compte des spécificités de la matière et c'est pour cela aussi que ce webinaire que la CIB organise aujourd'hui à l'intention des confrères tient tout son sens. Enfin, on aurait pu largement évoquer l'intervention du juge communautaire fondé sur l'article 165 du traité de Lisbonne, traitant notamment de la dimension européenne du sport, qui nous aurait permis d'aborder le célèbre arrêt Bosman ou encore l'actualité de la Super League européenne de football. Ou si on veut, Sylvain, la Super League africaine qui est sur le point d'être mise en place, est-ce que cela correspond au modèle sportif tel qu'appliqué ou encore est-ce que le modèle qu'on peut avoir, ce modèle de ligue fermée, est-ce que ça correspond au modèle sportif comme tel que nous les connaissons, mais aussi est-ce que les fédérations sportives internationales doivent avoir le monopole de l'organisation des compétitions. On a pu voir par rapport à certaines autres fédérations, notamment les fédérations de sport et sur glace, on a pu voir notamment avec la danse, et je ne me souviens pas de la fédération, mais les juridictions européennes ont estimé que les fédérations ne devaient pas avoir de monopole. Donc, il y a une actualité, il y a un contentieux qui est ouvert et il y aura très bientôt une décision par rapport à la Super League et peut-être qu'à travers cette décision, le football, l'écosystème du football tel que nous le connaissons aujourd'hui, peut-être qu'il ne sera plus le même. On aurait pu aussi parler de l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, tel que l'a évoqué tout à l'heure William, par rapport à ce recours devant le tribunal fédéral suisse. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme, dans la continuité de ce recours aussi, peut être amenée à intervenir en matière sportive et dont un arrêt célèbre, l'arrêt Moutou-Pechstein contre la Suisse, qui a permis à la Cour européenne des droits de l'homme de dire que le tribunal arbitral du sport tel qu'il est organisé aujourd'hui, la procédure applicable au TAS était compatible et correspondait aux règles du procès équitable. Évidemment, ça a permis aussi de faire évoluer la procédure au TAS, notamment par rapport à la question de la publicité. Mais en tout cas, les arbitres au TAS, la juridiction du TAS est reconnue comme étant conforme aux règles du procès équitable. Donc, je vais donc m'arrêter ici. Le moment de, en tout cas, espérant pouvoir reprendre la parole au moment opportun. Merci de votre attention. Je passe la parole à Laurent pour les suites utiles. Merci. Merci beaucoup, Nathan. Alors, vos interventions ont conduit les spectateurs à poser un certain nombre de questions. Vous êtes 4 et il y a 5 questions. Donc, je vous propose de lire chacune d'elles. Et puis, vous voyez, je ne sais pas comment. Non, je vais lire la première question. Et puis, vous me dites si l'un de vous veut y répondre. Était-il juste que les sanctions prises contre les sanctions prises contre les clubs et sélections russes en raison de la guerre en Ukraine étaient-elles justes? Si oui, pourriez-vous parler du lien entre sport et politique? Cette question vient d'Haïti. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Oui, Sylvain? Sylvain, ton micro est coupé actuellement, il faut que tu le… Je suis en train de l'ouvrir. Voilà. C'est une question qui intéresse tout le monde sportif. Vous savez très bien, par exemple, que pour les règles de la FIFA,
les États ne doivent pas intervenir dans la vie des fédérations. Dans un pays où un État impose les dirigeants à la fédération, le pays est exclu de la FIFA ou mis. Et donc, ça pose le problème de la problématique de la politisation de plus en plus accrue du sport, pour des raisons stratégiques, mais des raisons également purement politiques, puisque beaucoup de politiciens, beaucoup de pouvoirs en place utilisent le sport pour poser un certain nombre d'actes. Maintenant, quand on revient à la question qui a été posée par le spectateur, on ne peut pas répondre à cette question si on n'est pas neutre, parce que par rapport au conflit russo-ukrainien, chacun a sa position. Moi, je donnerai ma position par rapport également au second pan de ma vie qui constitue les droits de l'homme. J'estime que on ne doit pas exclure les sportifs russes du fait du comportement de leurs dirigeants qui commettent un certain nombre de violations des droits de l'homme. On ne doit pas les exclure. Sauf si certains sportifs se sont publiquement prononcés pour la guerre et sur les violations des droits de l'homme, parce que le sportif doit pouvoir être au-dessus d'un certain nombre de contingences. Donc, les sportifs russes qui ont été suspendus par les fédérations nationales ou internationales ne devaient pas l'être. Et d'ailleurs, vous comprendrez que les organisateurs de l'Open d'Australie ont accepté les Russes à condition ce soient des participations personnelles. Je vous remercie. Merci Sylvain de ta réponse très, très claire. Laurent, si je peux juste rebondir sur une chose là-dessus, il y a des sentences du TAS qui viennent d'être rendues, elles ne sont pas encore motivées, mais par rapport aux décisions d'exclusion par la FIFA de la fédération russe ou par l'UEFA des clubs russes, des compétitions européennes, les sentences du TAS, enfin les dispositifs ont été rendus et le TAS a confirmé la légalité de ces mesures. Je pense qu'il va y avoir un débat intéressant sur la différence entre une mesure qui est prise par une fédération et une sanction qui est prise par une fédération. Dans le cadre du dossier de l'Agence mondiale antidopage contre Rusada, l'agence antidopage russe, là, il s'agissait de sanctions et le TAS a fait une analyse de la proportionnalité de la sanction. Et la sentence, celle-là, a été publiée. En revanche, pour ce qui est FIFA, UEFA, apparemment, on est plus sur un débat mesure d'un côté de la part des fédérations, alors que les Russes considéraient qu'il s'agissait de sanctions. Mais le TAS a déjà tranché et a reconnu la légalité, en tous les cas, des mesures. Merci, William. Une question est posée sur… Un tout petit mot là-dessus. Je pense que c'est… Enfin, effectivement, je partage ce qui a été dit. Je pense que c'est vraiment un problème compliqué. Je ne maîtrise évidemment pas tous les tenants et aboutissants, mais par exemple, quand Wimbledon vient exclure les athlètes russes, c'est encore une problématique différente, puisque les organisateurs de Wimbledon ne constituent pas une fédération continentale comme l'UEFA. Donc, le problème se pose encore différemment, d'autant plus qu'on peut admettre à la limite que le Spartak Moscou ou le CSKA Moscou en compétition européenne représentent leur pays en quelque sorte, mais Daniil Medvedev, quand il vient jouer à Wimbledon, en fait, il ne représente que lui-même. Et donc, je trouve que le problème se pose de manière différente pour chaque grande compétition, finalement. Alors, une question est posée sur le point de savoir quel tribunal serait compétent pour un litige entre deux équipes. Allez, Charles, tant pis pour toi, c'est toi qui as la parole. Je vais dire que la question est peut-être un peu vague. Entre deux équipes sans précision, il n'y a pas de… Il n'y a pas de précision. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit William tout à l'heure. Si ce sont deux équipes qui sont membres d'une fédération qui a reconnu la compétence du TAS, évidemment, ce sera la compétence du tribunal arbitral du sport. Mais effectivement, il faudrait savoir si c'est une compétition nationale, continentale, internationale, dans quel pays.
et puis quel type de litige. Donc, je pense que la question, évidemment, est intéressante. Elle est à mon sens, un peu trop vague à ce stade-là pour que je puisse y répondre. Alors, écoutez, le problème, c'est que jusque-là, il y avait relativement peu de questions, et là, il y a un certain nombre de nouvelles questions qui apparaissent, et on ne va pas réussir, compte tenu du temps qui nous est imparti, à répondre à toutes les questions. Alors, j'en lis une ou deux autres, mais je présente d'avance mes excuses aux spectateurs qui ont manifesté leur intérêt et posé des questions, alors que malheureusement, on n'aura pas le temps de leur répondre. Deux questions relatives au TAS. La procédure d'arbitrage est-elle confidentielle et quel est le droit applicable devant le TAS? Alors ça, je peux y répondre. En effet, les procédures d'arbitrage sont confidentielles. Il n'y a que les sentences en matière d'appel qui sont publiées par le TAS. Les sentences en matière ordinaire demeurent confidentielles, mais la procédure en tant que telle est confidentielle. Après, en ce qui concerne le droit applicable, ça va dépendre de la procédure, de la procédure concernée. En matière ordinaire, c'est le droit choisi par les parties dans le contrat, et en l'absence de choix par les parties, ça sera le droit suisse. Et en matière d'appel, ça sera le droit choisi par les parties et à titre supplétif, le droit, le droit du pays dans lequel la fédération qui a rendu la décision a son siège. Il faut savoir que 90% des fédérations internationales ont leur siège en Suisse, ce qui aboutit dans 90% des cas à l'application du droit suisse à titre supplétif. Voilà. Alors, oui, il y a une autre question relative au TAS. Elle concerne les critères de désignation des juges qui siègent au TAS. Sont-ils des juges exclusivement compétents en cette matière? Alors, là aussi, je peux me permettre de répondre parce que j'y étais 10 ans. La liste des arbitres du TAS comprennent des noms de juristes qui sont qualifiés en droit du sport et ou en droit de l'arbitrage. Donc, c'est généralement une double casquette, c'est sport et arbitrage, mais parfois, vous avez vraiment des gens qui sont plus spécialisés en arbitrage et d'autres qui sont vraiment plus spécialisés en droit du sport. Après, pour ce qui concerne la désignation des arbitres pour chaque type de litige, là, c'est en fonction de la compétence et de l'expérience des arbitres dans certains domaines. Quand vous avez un dossier de dopage, les parties ont tendance à désigner des arbitres qui sont spécialisés en matière de dopage ou qui ont plus d'expérience en matière de dopage. Et en matière d'appel, où le président du tribunal arbitral est désigné par le président de la chambre arbitrale d'appel, la présidente, en l'occurrence, la présidente de la chambre, va désigner comme président de la formation arbitrale un arbitre qui a une expérience plus approfondie du type de litige qui est concerné. Merci. Je veux peut-être ajouter pour la gouverne de spectateurs que si c'est les parties elles-mêmes qui désignent un arbitre lorsque nous sommes dans une formation à 3 et le troisième est désigné par le président de la chambre haute. Mais en même temps, il y a possibilité de l'utilisation des arbitres. C'est-à-dire que si une partie désigne un arbitre, et je suis d'accord avec le confrère sur le fait que ce sont des juristes spécialisés en droit ou en arbitrage, mais il y a possibilité de l'utilisation et cette affaire est traitée en préalable avant la confirmation de la composition. Je voulais ajouter cela. Merci. Alors, une intervention également qui n'est pas vraiment une question, mais c'est le bâtonnier Chabert qui est d'ailleurs une haute autorité de la CIB, qui souligne qu'il ne faut pas oublier le rôle des avocats dans l'assistance des parties poursuivies devant les instances disciplinaires des fédérations. Il ajoute que c'est peut-être moins noble que devant le TAS, mais que c'est ô combien sensible pour les personnes concernées. Voilà. C'est une observation, ce n'est pas une question, ça n'appelle pas de réponse. Oui, sur ce sujet, ce n'est pas devant toutes les fédérations que cela est possible. Hein. Par exemple, quand vous prenez le cas du Togo, dans les instances disciplinaires des fédérations, les avocats n'interviennent pas. C'est lorsque le dossier relève de l'ordre judiciaire ou de tribunal administratif que les avocats interviennent, même si c'est des situations rares. Par contre, devant les fédérations, il y a beaucoup de situations
de conflits qui se posent, soit sur l'arbitrage dans le jeu, sur la suspension, sur le retrait de points, de tout ça, souvent les avocats ne sont pas appelés à intervenir pour l'expérience que j'ai du Togo. Bon, merci de ta réponse, Sylvain. Alors, nous sommes actuellement en train d'être écoutés par une autorité également de la CIB qui est Emen, qui est très discret, mais je sais qu'il nous écoute. Moi, sauf si Emen veut intervenir, veut dire quelque chose de particulier, sinon j'aurais envie de clore ce webinaire, de tous vous remercier parce que j'ai trouvé que chacune de vos interventions était très pertinente. J'ai trouvé que ces différentes interventions se complétaient les unes les autres de façon absolument parfaite. Donc, merci du temps que vous nous avez consacré et à bientôt pour un prochain webinaire. Et je me dis que manifestement, malheureusement, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais ça prouve que les spectateurs étaient très intéressés et peut-être qu'il sera possible par la suite d'organiser un nouveau webinaire, peut-être sur un sujet plus particulier autour du droit du sport, mais je pense vraiment que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les confrères. Merci infiniment à tous et à bientôt. Merci. Merci. Et à très bientôt, Laurent. À très vite. Merci. Merci à tous, à bientôt. Bonsoir à tous. À bientôt Bonsoir en à Haïti. On se voit à Niamey en décembre. Ah oui. Tout à Sans fait. manquer. Du 7 au 9 Bien décembre à sûr, bien Niamey sûr. sur le thème instabilité politique et sécurité juridique. Vous pouvez vous Voilà, inscrire on se dès voit. maintenant sur notre site internet. Merci OK. beaucoup. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci, confrère. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée.